Il est tout juste 19h30 heure d'Alger, vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur la question palestinienne et la situation au Moyen-Orient. Ahmed Attaf énumère un à un les crimes de l'entité sioniste et appelle à une prise de conscience collective. Le général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'AMP, reçoit le directeur du service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie, la coopération bilatérale à l'ordre du jour. Et au Maroc, la rentrée sociale s'annonce une nouvelle fois tendue, marquée par une montée palpable de la colère populaire des citoyens face à la sourde oreille des locataires du Palais Royal et du gouvernement. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient en ce moment même à New York une session de haut niveau sur la question palestinienne et la situation au Moyen-Orient à la demande de l'Algérie et des États islamiques membres du Conseil. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, représente l'Algérie à cette réunion. Il vient tout juste de s'exprimer. Je vous propose de revenir sur l'essentiel de sa déclaration. Pas non plus douter de la volonté de déplacer de masse et de réoccuper Gaza et la Cisjordanie de la part de l'occupation israélienne qui semble déterminée à mettre à exécution ses plans sans le moindre scrupule. Quant à la situation dans la région de manière générale, eh bien, les agressions israéliennes aujourd'hui visent aussi bien le Yémen, que le Liban, que la Syrie ou l'Iran, agression après agression. Et il y a quelques jours, l'agression a frappé un autre État, le Qatar. Et nous savons que cette liste ne fera que s'allonger, compte tenu des menaces qui planent sur les pays de la région. Cette situation est tragique. Israël, aujourd'hui, ouvre plusieurs fronts dans la région, front après front, pour mener sa politique d'agression. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a pris part ce mardi à New York à la séance d'ouverture du débat général de la 80e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, placée sous le thème Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. À noter que le débat général permettra aux chefs d'État et aux chefs des délégations participantes d'aborder les principales questions qui préoccupe la communauté internationale face aux défis croissants liés à la paix, à la sécurité internationale et au développement économique durable dans le monde. Un règlement permanent, juste et définitif du conflit israélo-palestinien garanti par un consensus international authentique. L'Algérie a salué l'espoir né de la conférence onusienne sur la solution à deux États depuis New York. Alger a considéré cela comme étant solide contre les politiques expansionnistes d'Israël. Kheradim Batash. Un élan vieux de 37 ans se perpétue sous la coupole de la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'État de Palestine, proclamé pour la première fois en Algérie en 1988, force la reconnaissance de plusieurs États occidentaux, en passant par Gaza, la martyre d'une machine de guerre sioniste abominable qui, en plus d'écraser les Palestiniens sous un déluge de bombes, fait fi du droit international et du droit international humanitaire. 151 États reconnaissent désormais la Palestine au prix du sang des martyrs de Gaza et de la Cisjordanie occupée. Mais pour l'Algérie, le moment est venu d'engager une action concrète pour matérialiser et imposer ce consensus à plusieurs niveaux. Le consensus international sur la nécessité absolue de reconnaître l'État palestinien représente le garant fondamental d'un règlement juste, permanent et définitif du conflit israélo-palestinien, de même qu'il constitue un rempart solide contre les politiques expansionnistes de l'entité sous le couvert du mythe du Grand Israël.
Élargir la base de la reconnaissance internationale officielle de l'État de Palestine en tant que réalité irréversible pour que ne soient pas occultées les différentes dimensions politiques d'un État de plein droit exerçant sa souveraineté sur son territoire et sur son peuple. 37 ans après, cette image immortalisée sous une autre coupole, celle du Palais des Nations à Alger, l'État de Palestine continue d'être le cœur battant de la diplomatie algérienne, une cause que l'Algérie fait avancer doucement mais sûrement. Et dans le cadre de sa participation au segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a rencontré aujourd'hui à New York la présidente de la République de Namibie, Net Ambo Nandi-Ndaitwah. À cette occasion, la présidente de la Namibie a chargé le ministre Ahmed Attaf de transmettre ses salutations au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son désir d'œuvrer avec lui pour développer les relations entre les deux pays dans le respect des liens historiques qui les unissent grâce au précieux soutien de l'Algérie à la lutte du peuple namibien pour l'indépendance. De son côté, le ministre d'État a transmis les salutations du président de la République à la présidente et l'a informé de son aspiration à travailler ensemble pour renforcer davantage les relations historiques d'amitié et de solidarité entre les deux parties. Représentant l'Algérie aux travaux du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a tenu lundi à New York des entretiens bilatéraux avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. La rencontre a permis d'examiner les principales questions et dossiers inscrits à l'agenda continental, ainsi que les moyens de renforcer les efforts africains conjoints visant à inscrire les priorités du continent au sein de l'agenda des Nations Unies. Par ailleurs, Ahmed Attaf a également rencontré le ministre des Affaires étrangères et des Affaires de la diaspora de la République du Kenya, Musalia Mudavida. Attaf a évoqué avec son homologue kényan les perspectives de développement des relations bilatérales, notamment dans le cadre des préparatifs pour la tenue de la première session de la commission intergouvernementale, ainsi que les développements de la situation au niveau continental et international. Toujours dans le même contexte, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu des entretiens bilatéraux avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'extérieur de la République du Tchad, Abdoulaye Sabre Fadoul. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de promouvoir les relations fraternelles entre les deux pays, conformément aux résultats de la rencontre récente qui a réuni le président algérien Abdelmadjid Tebboune avec le président tchadien Mohamed Idriss Déby Itno à Alger. Lors d'un événement organisé par l'Institut à Mandela en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Salma Haddadi, a souligné la résilience, l'unité et l'influence mondiale croissante de l'Afrique en cette période de profonde transformation. Haddadi a relevé les progrès réalisés par l'Afrique dans le financement de sa propre architecture de paix et de sécurité, la promotion de l'intégration continentale grâce à la ZLECAf et l'obtention d'un siège permanent au G20. We meet in a moment of profound transformation. Nous nous réunissons à un moment de profonde transformation, non pas pour déplorer le passé, mais pour dresser le bilan et célébrer ce que nous avons construit. L'histoire nous enseigne que la fortune sourit aux audacieux. L'Afrique a fait preuve d'audace. Elle a résisté, elle s'est adaptée et a progressé. Notre confiance se construit de l'intérieur et elle est durement gagnée. Reconnaissons notre réalité avec honnêteté. Du Soudan au Sahel, nous sommes confrontés à des défis sécuritaires complexes. Nous supportons des fardeaux climatiques
inégaux que nous n'avons pas créés. Nous affrontons des vents contraires économiques qui échappent à notre contrôle immédiat. Et pourtant, ces pressions ont forgé notre force singulière. La capacité d'innover malgré les contraintes, de s'unir malgré la diversité et de transformer les défis en actions décisives. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est un panafricanisme en pratique. Soulignons l'innovation juvénile du continent, son héritage culturel et l'esprit directeur d'Ubuntu. Cette culture africaine et humaniste, Selma Malika Haddadi a affirmé que l'Afrique ne laissera pas entraîner dans un ordre mondial en mutation, mais tracera sa propre voie avec confiance, solidarité et leadership constructif. Je vous propose de l'écouter. Les solutions africaines, le leadership africain, les ressources africaines, l'architecture de la paix et de la sécurité de l'Afrique est financée et contrôlée par les Africains eux-mêmes. Le fonds pour la paix de l'Union est désormais capitalisé et opérationnel. Il s'agit d'un instrument sophistiqué conçu pour la prévention des conflits, la médiation et la réponse rapide. Deuxièmement, l'unité de la solidarité africaine. La zone de libre-échange continentale africaine ne se contente pas de relier nos marchés et nos populations. Elle rétablit les liens commerciaux et de collaboration qui existaient bien avant l'imposition de la frontière artificielle. Troisièmement, la voie indispensable de l'Afrique dans le débat mondial. Notre siège permanent au G20 confirme que nous avons toujours su, mais que le monde reconnaît enfin. L'Afrique est indispensable à la résolution des problèmes mondiaux. Coopération militaire algéro-russe, le général d'armée Saïd Chenguereha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu ce mardi au siège de l'état-major de l'AMP le directeur du service fédéral russe pour la coopération militaire et technique. Choukaïev Dimitri, les deux parties ont évoqué l'état de la coopération militaire entre les deux pays et ont échangé analyses et points de vue sur les questions d'intérêt commun. Dans ce contexte géopolitique mondial complexe et cette situation régionale turbulente, l'Algérie, dans le cadre de ses principes de politique étrangère fondés sur le plein respect du droit international et la recherche incessante de résolution des différends par des moyens pacifiques, cherche à construire des partenariats multiples et diversifiés avec les pays amis et œuvre à développer des réseaux de relations qui combinent la recherche de solutions fondées sur le dialogue et promouvoir les exigences du développement durable afin de construire un destin collectif commun fondé sur la solidarité et le respect de la souveraineté des États. Au Maroc, la rentrée sociale débute sous tension avec des mouvements de protestation dans plusieurs régions marginalisées. Les citoyens réclament des réformes urgentes pour mettre fin à l'injustice. C'est un sujet signé Mohamed Ouali Benchaban. La rentrée sociale s'annonce une nouvelle fois tendue au Maroc, marquée par une montée palpable de la colère populaire, notamment dans les zones rurales marginalisées. Les autorités ont empêché les manifestants pacifiques de Bouarous, dans la province de Taounet, de rejoindre le siège de la wilaya de la région Fès-Meknès. Cette mobilisation visait à alerter sur l'accumulation des inégalités sociales. Nous sommes venus participer à cette manifestation pour dénoncer la marginalisation que nous vivons à Bouarous. Nous voulions organiser un deuxième sit-in, cette fois devant le siège de la wilaya, mais les autorités, le Marzen, nous ont non empêchés. Nous nous sommes donc retrouvés contraints de passer par la forêt. Nous sommes bloqués ici avec des personnes âgées de 60 à 70 ans et nous ne savons même pas si elles pourront atteindre la ville. Nos revendications sont légitimes, mais aucune n'a été prise en compte par les autorités. Il n'y a ni route, ni service de santé, ni éducation, et nous souffrons aussi de pénurie d'eau. Les habitants dénoncent une marginalisation persistante illustrée par l'absence de réponse concrète à leurs appels incessants et récurrents pour une justice sociale. Ma femme a accouché en plein hiver, nous n'avions pas de route. Je l'ai transportée sur une civière sur 3 km pour rejoindre l'hôpital. Un conducteur clandestin nous a ensuite transportés jusqu'au centre-ville pour 4000 centimes, puis un autre jusqu'au centre hospitalier pour 100 dirhams.
Nous y avons passé 3 nuits, ce qui nous a coûté 46 000 dirhams. Malheureusement, le bébé est décédé. Nous protestons depuis 2014 et à chaque fois, on nous dit que nos revendications sont acceptées, mais rien ne change. La tenue de cette manifestation vise à réclamer nos droits. Nous, habitants de Bouarous, vivons dans des conditions précaires, manque d'infrastructures éducatives et sanitaires, routes dégradées, coupures d'eau fréquentes, absence de services de base. Nous nous sommes déjà mobilisés à plusieurs reprises, mais nous ne pouvons plus accepter ces conditions de vie. Face à des indicateurs économiques de plus en plus inquiétants, dominés par une explosion de la dette publique extérieure, la crise liée à la rentrée sociale pourrait s'étendre à d'autres régions du Maroc. Les Marocains mettent la pression sur un gouvernement qui ne se soucie guère de leurs revendications. Et au Soudan, la situation ne cesse de se détériorer. Les travailleurs humanitaires des Nations Unies ont mis en garde contre une forte détérioration de la situation humanitaire à Al-Fasher, capitale du Darfour du Nord, au moment où l'ONU et ses partenaires luttent contre une épidémie de choléra qui sévit dans la région. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré lundi que les attaques meurtrières et les nouveaux déplacements aggravent les souffrances des civils, ajoutant que la violence continue d'avoir un impact dévastateur sur les efforts d'aide humanitaire. L'Organisation internationale pour les migrations a déclaré qu'environ 7500 personnes avaient fui jeudi et vendredi le camp de déplacés d'Abou Souk, situé à la périphérie d'Al-Fasher, ainsi que certaines parties de la ville elle-même en raison de l'insécurité croissante. La mission multidimensionnelle intégrée de l'ONU pour la stabilisation en République centrafricaine a annoncé un deuil après la perte tragique de 5 casques bleus dans un accident de la circulation survenu le 18 septembre 2025. Un véhicule blindé d'une unité de police constituée de la République du Congo transportant 7 soldats de la paix est tombé dans la rivière d'Ambela Mpoko près de Damara alors qu'il s'apprêtait à franchir un pont. Ce véhicule faisant partie d'un convoi revenu de Bangui, la capitale centrafricaine où il avait récupéré du matériel, se dirigeait vers Bambari. Le taux de participation au référendum organisé en Guinée sur un projet de nouvelle constitution a dépassé 91% sur 80% des bulletins de vote dépouillés selon les résultats partiels annoncés lundi soir par la Direction générale des élections. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le directeur de la commission électorale, Djanabou Touré. Le vote dépouillé est validé. 91 de votes dépouillés et validé, 91,4%. Total électeurs ayant voté, 4 825 292. Les voix recueillies par le oui sur les 19 454 bureaux de vote, nous avons 4 319 466, soit 90,6%. Le non, 450 438, soit 9,4%. Et on passe à la Guinée-Bissau, où le président sortant Umaro Sissoko Embalo est candidat à sa propre élection. Il a déposé lundi auprès de la Cour suprême sa candidature à l'élection présidentielle du 23 novembre 2005, briguant ainsi un second mandat à la tête du pays qu'il dirige depuis 2020. Embalo, qui se proclame toujours candidat indépendant, était pour rappel arrivé au pouvoir avec le soutien du mouvement pour l'alternance démocratique. Et direction ce soir la RDC, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, visé par une procédure de destitution initiée par un député du parti présidentiel et sous pression depuis plusieurs semaines, a décidé de jeter l'éponge en démissionnant lundi soir selon les médias publics. Figure politique du pays et jusqu'ici allié de l'actuel président Félix Tshisekedi, Kamerhe a remis sa démission à la conférence des présidents des groupes parlementaires.
Et c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.